Merci d'avoir choisi RFI. Il est minuit 30 à Paris, même heure à Johannesburg, 22h30 à Abidjan. Catherine Zemmouri. À la une de cette troisième et dernière édition d'Afrique Soir, en Côte d'Ivoire, le verdict est tombé. 10 ans de prison ferme pour 2 militaires soupçonnés d'avoir aidé les extrémistes islamistes à l'origine de l'attaque de Grand Bassam au lieu du tourisme balnéaire ivoirien. Attaque qui avait fait 19 morts au mois de mars dernier. Les résultats partiels du vote pour les municipales en Afrique du Sud confirment le recul du parti historique de l'ANC dans les urnes, qui reste néanmoins majoritaire dans le pays. L'opposition du DA conquiert la ville de Port Elizabeth, mais reste au coude à coude avec l'ANC à Johannesburg et Pretoria, une situation qui pourrait faire du tout jeune parti dirigé par Julius Malema un faiseur de roi. En République démocratique du Congo, Edem Kodjo, facilitateur désigné par l'UA pour permettre un dialogue politique en vue des élections présidentielles, a reçu le soutien des organisations internationales jeudi, soutien qui vient au moment où le parti d'opposition de l'UDPS le récuse pour partialité. À suivre aussi dans cette dernière édition d'Afrique Soir, le zapping avec Nicolas Brousse. Il sera question de l'envoi potentiel des policiers de l'ONU au Burundi. La page des sports aussi avec Hugo Moissonnier, les Jeux Olympiques de Rio en perspective. Enfin, l'invité d'Afrique Soir, Luc Descroix, chercheur en hydraulique à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Il nous parlera des inondations au Niger et de leurs conséquences. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'informations africaines. Souvenez-vous de l'attaque de Grand Bassam au lieu du tourisme balnéaire ivoirien, une attaque revendiquée par les islamistes extrémistes qui avaient fait 19 morts au mois de mars dernier. Jeudi, 2 officiers accusés d'avoir côtoyé des participants présumés à l'organisation de l'attaque comparaissaient devant la justice militaire ivoirienne. Le verdict vient de tomber, 10 ans de prison ferme. Telle était d'ailleurs la peine requise par le commissaire du gouvernement. L'avocat des 2 officiers annonce d'ores et déjà qu'il fera appel de la décision. Qui sont donc les témoins de ce procès, ceux-là même qui ont permis au juge de rendre ce verdict? Les détails à Abidjan, Frédéric Gara. Procès des 2 sous-officiers de l'armée ivoirienne, mais surtout première apparition en public de Barry Battesti. Barry Battesti, on s'en souvient, c'est le chauffeur des terroristes de Grand Bassam qui a été arrêté au printemps dernier à Koumassi. Battesti est un jeune homme de 24 ans, originaire de Dabou, qui ne paye pas de mine dans son petit pantalon noir et ses tongs. Barry Battesti qui décrit comment son employeur, un dénommé Hamza, a croisé son chemin au Niger, comment pendant plusieurs mois, entre novembre et janvier, il a servi de conducteur à travers le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire à son 4x4 Land Cruiser. Barry Battesti qui dit bien avoir eu des doutes et des soupçons sur les activités louches de ce Hamza et de son frère Bakaï, leur trafic de rivotrine, un médicament puissant utilisé parfois comme une drogue, leur recherche effrénée de mercure, un ingrédient utilisé dans la contrefaçon de billets de banque. Mais voilà, Battesti affirme ne pas avoir été jusqu'à les soupçonner de mettre sur pied une entreprise terroriste. Une version à peu près similaire à celle des sergents Koulibaly et Touré qui comparaissent devant le tribunal militaire et qui sont eux accusés d'association de malfaiteurs. Certes, il semblait bien que les activités de Hamza ou de son chauffeur Battesti étaient louches, mais jamais ils ne se seraient doutés de l'issue de leur présence en Côte d'Ivoire. Cette issue, c'était le 13 mars dernier, 19 morts sur la plage de Grand Bassam. Frédéric Gara, au tribunal militaire d'Abidjan, RFI. L'information fait le tour des réseaux sociaux depuis 24 heures. 5 militaires maliens seraient otages des éléments d'Ansardine. Le groupe terroriste revendique cet enlèvement dans une vidéo. On y voit 5 hommes en vie présentés comme des soldats, Laura Martel. Dans cette vidéo, envoyée au site d'information mauritanien Al-Arbar, on voit 5 hommes en treillis militaire, agenouillés devant un drapeau noir, tenu par des hommes armés de Kalachnikov, dont on n'aperçoit pas le visage. L'un après l'autre, les otages déclinent en français leur identité, grade et matricule militaire, et précisent avoir été enlevés le 19 juillet lors de l'attaque contre la base de Nampala. Le contenu de la déclaration a clairement été mis au point par les ravisseurs. Quand l'un des otages, après s'être présenté, hésite sur la suite, on entend un homme hors du champ de la caméra lui dicter mot à mot en français
capturés le 19 juillet par Ansardine. Outre la peur qui se lit sur les visages, le montage choisi est volontairement glaçant. Après chaque intervention d'otage, l'image se fige et apparaît alors à l'écran une sorte de fiche récapitulative écrite en arabe, comportant les noms, prénoms, grades, matricules, dates et lieux d'enlèvement. D'après les identités déclinées, le groupe d'otages serait composé d'un sous-officier et de 4 soldats. Sans commenter la vidéo, le porte-parole de l'armée malienne a revu aujourd'hui le bilan de l'attaque de Nampala lors d'une conférence de presse. En plus des 17 morts déjà officiellement annoncés, le colonel Abdoulaye Sidibé a reconnu que 6 soldats sont portés disparus. Une mission d'enquête a été envoyée à Nampala pour éclaircir la situation. Qui dirige vraiment Boko Haram? Difficile à dire car 2 chefs de cette secte islamiste extrémiste se disputent le leadership du groupe. Mardi, dans son hebdomadaire de propagande, l'État islamique a présenté Abu Musab al-Barnawi comme le nouveau chef de sa branche ouest-africaine, ce que conteste le chef historique Aboubakar Shekau. Ce dernier réaffirme dans une vidéo qu'il est, je cite, toujours présent. Selon Vincent Fouché, chercheur pour l'ONG International Crisis Group, ces divisions internes ne sont pas nouvelles, mais elles éclatent depuis peu, depuis plus précisément le début de la semaine au grand jour. Vincent Fouché au micro de Coralie Pierret. Il y a des discussions au sein de l'organisation depuis un certain temps. Maintenant, il y a quelque chose de plus immédiat. Depuis l'élection de Mohamed Bouhari à la présidence au Nigeria, on a une réponse beaucoup plus cohérente. Et donc, Boko Haram a quand même pris des coups, a quand même perdu du terrain. Ce serait une réelle stratégie, selon vous, de la part de l'EI pour reprendre la main sur un mouvement qui battait de l'aile ? Oui, probablement. Il y a au fond l'idée que Shekau n'est pas le bon commandant, qu'il ne choisit pas les bonnes cibles, pas les bons outils, pas les bons hommes. Et donc l'État islamique s'investit un petit peu. Sans doute ont-ils décidé de pousser une faction de gens avec lesquels ils ont des liens. L'influence de l'État islamique, c'est très difficile au fond de savoir ce qu'il y a qui circule comme argent, comme armes, comme combattants entre les différents fronts d'État islamique et puis la zone du nord du Nigeria. Sans doute pas grand-chose. Mais malgré tout, ça reste un étendard qui a une signification, une capacité d'attraction auprès d'une partie des gens au Nigeria qui souhaitent donner une dimension aussi plus globale que la façon dont Shekau jusqu'à présent a mené la lutte. Vincent Fouché, chercheur pour l'ONG International Crisis Group. Le dépouillement se poursuit en Afrique du Sud. Après les municipales de mercredi, 88% des votes ont été décomptés. À l'échelle du pays, le Congrès national africain est toujours largement en tête, même s'il enregistre un net recul. L'opposition du DIE, quant à elle, gagne du terrain. Elle est même parvenue à arracher à l'ANC la ville de Port Elizabeth. Les 2 partis sont toujours au coude à coude dans les villes de Johannesburg et de Pretoria. Du coup, le tout jeune parti de Julius Malema pourrait devenir le faiseur de roi dans ces agglomérations particulièrement importantes pour l'Afrique du Sud. Analyse de ce vote sud-africain avec notre correspondante à Johannesburg, Lisa Fabien. À l'échelle du pays, le Congrès national africain reste largement dominant avec 53,6% des voix selon des résultats toujours provisoires. Le soutien des électeurs s'est effrité au bénéfice de l'opposition puisqu'en 2011, l'ANC enregistrait 61% des suffrages pour les municipales. Même si les résultats sont toujours à mettre au conditionnel, l'Alliance démocratique semble pouvoir compter sur une première victoire à Nelson Mandela Bay, bastion de l'ANC. Les votes ont quasiment tous été enregistrés dans ce secteur et l'ADF fait la course en tête avec 48% des suffrages, loin devant l'ANC à 40%. Nelson Mandela Bay, autrement dit la ville industrielle de Port Elizabeth à majorité noire, était l'un des enjeux de ces élections, tout comme les villes de Pretoria et Johannesburg où aucun résultat clair n'a pour l'instant été annoncé. C'est même la grande inconnue ce soir. La première tendance à prendre avec précaution donne l'ANC et l'ADIE au coude à coude, aussi bien à Pretoria qu'à Johannesburg, avec environ 43% des voix chacun. Les résultats définitifs devraient être annoncés a priori demain en fin de matinée. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI.
La sécurité de l'Est de la RDC au centre de la rencontre entre le président Joseph Kabila et son homologue ougandais Yoweri Museveni s'est déroulée à la frontière commune. La lutte contre les rebelles ougandais de l'ADF ainsi que le rapatriement des ex-rebelles du mouvement M23 ont été à l'ordre du jour. Julien Paluku, le gouverneur de la province du Nord Kivu, faisait partie de la délégation gouvernementale. Pour lui, cette rencontre a été une avancée significative pour les questions de sécurité dans la région. Le président Museveni a clairement dit qu'à son niveau, il veut tout faire pour bloquer les frontières entre la RDC et l'Ouganda et démanteler les réseaux qui se trouvent à l'intérieur de son pays. C'est une avancée significative parce que c'est la première fois que dans des réunions bilatérales, le président ougandais a noté qu'il y a des réseaux qui opèrent sur le territoire ougandais et qui alimentent les rebelles ADF sur le sol congolais. Mais également, il a été convenu qu'une réunion mixte soit tenue entre les services de renseignement ougandais et congolais à Kampala la semaine prochaine pour qu'on puisse échanger les informations sur les capturés ougandais qui sont en RDC de manière à retracer la filière ougandaise. Et des deux, on a exploré la question des éléments du M23 qui tardent à revenir au pays malgré la loi d'amnistie qui avait déjà été votée par le Parlement pour que finalement tous ces éléments du M23 qui pilulent en Ouganda puissent s'inscrire dans la logique de la paix, sinon d'être arrêtés s'ils continuent à piloter quelques machines de guerre à l'intérieur du territoire ougandais. Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, répondait aux questions de Laure Broulard. Pour rester en RDC, le rassemblement de l'opposition dit avoir remis sa liste de prisonniers politiques au groupe de soutien. C'est l'une des conditions de sa participation au dialogue politique autour d'Étienne Tshisekedi. Le Conseil des sages du rassemblement a reçu cet après-midi à Limete des représentants des Nations Unies, de l'UE, de l'UA, de l'OIF et de l'organisation sous-régionale de la SADC. L'envoyé spécial de l'UE pour les Grands Lacs, Cohen Vervaeke, était parmi eux. Il s'était prononcé plus tôt dans la journée en faveur de ces mesures de décrispation. C'est un groupe de soutien en soutien de la facilitation et du dialogue politique ici en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre-là que nous opérons. Notre présence physique venue des capitales témoigne aussi de l'urgence de pouvoir lancer ce dialogue. Et notre message aujourd'hui, c'est à tous de créer les conditions propices pour lancer dans les meilleurs délais ce dialogue. Et nous appelons vraiment à la contribution de tous. Ça doit être un dialogue qui pour nous doit être équitable, qui doit être inclusif et qui est régi et qualifié par la résolution du Conseil de sécurité 2277, mais aussi par le respect de la Constitution congolaise. Maintenant, un élément très important pour l'Union européenne dans ce cadre-là, c'est le respect des libertés publiques et de l'espace politique. Et nous appelons, nous encourageons le gouvernement dans ce cadre d'aller plus loin dans la libération des détenus politiques et prisonniers, parce que c'est un élément important des mesures d'apaisement qui peuvent contribuer à créer les conditions propices pour ce dialogue. L'envoyé spécial de l'UE pour les Grands Lacs, Cohen Vervaeke, au micro de notre correspondante à Kinshasa, Sonia Rollet. À l'issue de cette rencontre, la position du rassemblement de l'opposition n'a pas bougé. Récusation d'Edem Kodjo, le facilitateur, création d'un groupe de facilitation internationale, libération des prisonniers politiques et la fin du dédoublement des partis de l'opposition restent les conditions préalables. Le groupe de soutien devrait rencontrer vendredi la majorité. Objectif, créer les conditions pour un démarrage du dialogue au mois d'août. Au Gabon, Raymond Dong Tsima, ancien Premier ministre et candidat indépendant à l'élection présidentielle du 27 août prochain, a saisi la Cour constitutionnelle pour exiger l'annulation de la liste des 14 candidats à cette élection et de toutes les commissions mises en place pour organiser le scrutin. Motif, la commission électorale aurait violé la Constitution. Aucun des 9 candidats indépendants n'est représenté dans les commissions électorales, fait-il remarquer. Jeu de grattage, loto, PMU, aujourd'hui les jeux d'argent et de hasard ont beaucoup de succès. Le Kenya n'est pas le seul pays à se mobiliser sur la question. Chloé Gandolfo. Les premiers PMU et casinos ont été implantés au Gabon, au Cameroun et au Congo-Brazzaville. Depuis, les établissements de jeux essaiment un peu partout sur le continent. Au Sénégal et au Gabon, par exemple, on trouve surtout des salles de jeux, tandis qu'en Zambie, au Kenya et au Ghana, ce sont principalement de grands groupes.
Flairant l'opportunité offerte par ce business juteux, certains opérateurs mobiles et sites internet ont créé des jeux de hasard et d'argent en ligne. Au Kenya, par exemple, les sites de paris sportifs ont beaucoup de succès. Mais dans certains pays, l'engouement pour les jeux inquiète les autorités. En Gambie, par exemple, tous les jeux d'argent sont interdits depuis mars 2015. La présidence justifie sa décision en expliquant vouloir lutter contre les effets d'addiction chez les jeunes. Le pouvoir affirme aussi que les jeux de hasard sont interdits par certaines religions comme l'islam et le christianisme. D'autres gouvernements ont voté de nouvelles taxes pour profiter des recettes générées par l'industrie du jeu dans leur pays. Au Burkina Faso, par exemple, une partie des gains des joueurs sera reversée à l'État à partir du 1er septembre. Vous écoutez Radio France Internationale, il est minuit, passé de 45 minutes. À suivre dans cette édition, le journal des sports dans quelques instants. Il y sera question principalement des JO, sans surprise à 24 heures du lancement de la compétition de Rio. Le zapping avec Nicolas Buisson et la question qui fait débat, celle qui vise le déploiement potentiel des policiers de l'ONU au Burundi, déploiement que Bujumbura refuse catégoriquement. Au moins 11 personnes sont mortes, près de 30 000 autres ont été déclarées sans abri depuis le mois de juin au Niger, après des inondations provoquées par de fortes pluies. Ces fortes pluies touchent en fait toute la bande sahélienne. Étaient-elles prévisibles ? Comment lutter contre les conséquences catastrophiques de ces phénomènes ? Quelles en sont les causes ? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Luc Descroix, chercheur en hydraulique à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Luc Descroix est interrogé par Jean-Jacques Louarn. Luc Descroix, bonjour. La bande sahélienne est donc de nouveau frappée par de fortes inondations. Au Niger, par exemple, c'est une dizaine de morts, 30 000 sans-abri. Ces fortes inondations n'étaient-elles pas prévisibles ? Alors prévisible, c'est compliqué parce que on a des dispositifs qui permettraient de les prévoir, mais seulement à quelques heures. Il semblerait que 100 000 personnes pourraient être affectées cette année, et ce fut déjà le cas en 2015, l'année dernière. Je crois qu'en 2012, il y avait eu beaucoup plus de sinistrés que ça. Je crois que rien qu'au Niger, on avait eu pas loin de 500 000, parce que c'était une année exceptionnellement humide. La crue annuelle est normale, elle est bienvenue. Par contre, effectivement, ces crues sont de plus en plus courtes et par contre de très forte intensité, ce qui est la traduction de la dégradation des bassins versants qui retiennent beaucoup moins l'eau qu'avant. Donc c'est un problème des sols principalement. C'est avant tout un problème de dégradation des sols sur les 10, 20, 30 dernières années. Si vous voulez, il y a une cause de fond qui est primordiale, c'est le fait que les sols retiennent beaucoup moins l'eau qu'auparavant. L'infiltration de l'eau dans les sols, donc dans les bassins versants où tombe la pluie, cette infiltration a beaucoup diminué du fait de la dégradation des sols qui se sont encroûtés et donc ces bassins retiennent beaucoup moins l'eau qu'auparavant. Après, il y a une cause immédiate qui est de plus en plus connue, en particulier depuis la décennie 2000-2010, c'est un accroissement statistiquement significatif du nombre d'événements pluvieux de forts cumuls, c'est-à-dire de fortes pluies. Alors là, nous parlons de catastrophes naturelles au sens fort du terme, mais ne faut-il pas aussi parler de catastrophes politiques ? Les autorités des pays sahéliens semblent assez impuissantes. N'y a-t-il pas des gestes simples à faire, par exemple dans les villes, dans les cités urbaines, récurer les caniveaux en ville, par exemple ? Oui, alors là vous touchez du doigt très clairement la deuxième raison. Donc il y a cette hausse des pluies, mais il y a deux causes qui sont plus en lien avec les activités humaines. Il y a la première que j'ai citée tout à l'heure de l'encroûtement des sols qui est en grande partie liée d'une part à l'épisode de sécheresse, mais aussi aux pratiques culturales. C'est ça qui fait que l'eau pénètre moins dans les sols, la disparition de la végétation, le recul des jachères font que l'eau ruisselle beaucoup plus qu'auparavant. Comme je viens de le dire, il y a aussi une augmentation des pluies de fort cumul, mais il y a une deuxième cause qu'on pourrait attribuer aux politiques publiques éventuellement, en tout cas aux actions humaines, c'est l'urbanisation. L'urbanisation a deux conséquences principales vis-à-vis des inondations. Il y a des populations qui s'installent dans les zones inondables,
par défaut de rigueur dans l'aménagement du territoire et dans la politique urbaine. C'est surtout des populations déshéritées et pauvres qu'on laisse, faute de moyens pour les loger ailleurs, qu'on laisse s'installer dans des zones, spontanément, dans des zones inondables. Donc ça aggrave l'effet d'une crue, c'est-à-dire qu'une inondation telle que celle qui se produisent ces jours-ci, il y a 50 ans, n'avait pas le même effet parce que les régions en question n'étaient pas urbanisées. Et l'urbanisation a un autre effet donc en amont, c'est que l'urbanisation, ça imperméabilise les sols, donc ça favorise les ruissellements. Mais il y a clairement une responsabilité des autorités nationales, locales et plus globalement des populations donc. Oui, enfin, les populations, malheureusement, elles s'installent là où elles peuvent. Souvent, c'est des gens qui ont été chassés des campagnes par la pauvreté, par les récoltes très insuffisantes. Ces gens essaient de s'installer en ville pour trouver des revenus et le seul endroit où ils trouvent à s'installer de manière spontanée, sans autorisation, ce sont ces zones inondables. Il va être urgent dans les années à venir de minimiser, de réduire les conséquences de ces fortes pluies et de ces crues régulières. Oui, tout à fait. Le plus urgent, c'est effectivement d'évacuer les gens des zones inondables et les reloger, mais vraiment d'urgence, dans des zones hors d'atteinte des inondations. Ça demande vraiment un gros effort financier que les pays du Sahel ne sont pas, à mon avis, en mesure de fournir très vite. En tout cas, c'est une urgence. Et la deuxième urgence, c'est l'encroûtement des sols, c'est qu'il faut rétablir des sols de bonne qualité. Il faut en gros reverdir le Sahel, c'est-à-dire qu'il faut diminuer la taille des champs, remettre des arbres dans les champs, des haies, de manière à limiter l'érosion hydrique, l'érosion éolienne, le ruissellement, qui sont la cause principale de ces inondations. Luc Descroix, merci. Luc Descroix, chercheur de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, au micro de Jean-Jacques Louarn. Catherine Zemmouri. En Afrique du Sud, pour la page internationale, le parti d'opposition conquiert la ville de Port-Elizabeth, mais l'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid il y a 25 ans reste majoritaire à l'échelle nationale après le décompte de 88% des bulletins. En France, une 85e victime du terrorisme de Nice, un homme de 56 ans a succombé dans un hôpital de la ville. Et puis aussi, toujours dans les titres internationaux, la Banque d'Angleterre abaisse son taux directeur. Il pourrait bientôt frôler le zéro. Objectif, bien sûr, soutenir l'économie britannique après le vote du Brexit. Enfin, au Brésil, une commission du Sénat s'est prononcée en faveur de la destitution de Dilma Rousseff, une étape de plus sur la voie de la probable éviction de la présidente qui est déjà suspendue. On retrouve le journal des sports avec vous, Hugo Moissonnier. Hugo, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. À la une, les Jeux Olympiques de Rio, les 31e de l'histoire. Nous sommes à 24 heures de la cérémonie d'ouverture. Oui, mais si les Jeux ouvrent officiellement ce vendredi, le tournoi de football lui a débuté ce mercredi avec les femmes. Et ce jeudi, c'était place aux hommes dans le groupe A. L'Afrique du Sud réalise une très belle performance en accrochant le nul face au Brésil de Neymar. Le Brésil, pays hôte bien sûr. Ça s'est passé à Brasilia. Score final 0-0. Même score dans l'autre rencontre de la poule entre le Danemark et l'Irak. Prochain match de l'Afrique du Sud, ce sera face au Danemark justement dimanche. Entrée en matière plus difficile en revanche pour l'Algérie dans le groupe D. À Rio, les petits Fennecs battus par le Honduras 3-2 au stade olympique. Et en ce moment, le Portugal affronte l'Argentine. Ça vient même de se terminer sur une victoire du Portugal 2-0. Et puis à suivre à 1h temps universel, 1h du matin, l'entrée en lice du Nigeria dans la poule B face au Japon à Manaus. Les Super Eagles, pour des raisons politico-logistiques, on va dire ça comme ça, ont mis du temps à décoller d'Atlanta aux États-Unis. Ils étaient en stage là-bas. Ils sont finalement arrivés vers 19h temps universel au Brésil, soit quelques heures à peine avant de disputer leur premier match. Pas évident de se préparer dans ces conditions. Le Nigeria, je vous le rappelle, est la première équipe africaine sacrée championne olympique. C'était il y a 20 ans à Atlanta justement. Et puis parmi les 207 délégations en lice à Rio, de nombreux sportifs connaîtront pour la première fois la joie de représenter leur pays aux Jeux. À l'image par exemple de la judokate ivoirienne Zouléa Daboné. Pour cette native d'Abidjan et plus précisément du quartier de Cocody, les Jeux débuteront dimanche le 7 août. Une date importante en Côte d'Ivoire, c'est la fête de l'indépendance. Elle sera alignée chez les moins de 57 kilos, une catégorie dans laquelle elle a remporté une médaille d'argent aux derniers Jeux africains de Brazzaville.
Zulea Dabonné, on l'écoute très enthousiaste au micro d'Olivier Pron. Moi, je suis très fière de représenter mon pays à ce jeu-là, parce que j'attendais ce moment très longtemps. Donc là, je suis là, donc je dirais que je suis très, 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 très fière d'être là. Et porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Ouais, vraiment, c'est mon ambition, puisque le 7 août, c'est l'anniversaire de mon pays. Donc j'espère que je vais tout faire vraiment pour être sur le podium, pour remonter le drapeau de mon pays, vraiment pour le cadeau que je peux faire à mon pays. Tout Cocody va être derrière vous le 7 août ? Oui, je pense même déjà tout Abidjan est derrière moi bien avant que je ne vienne. J'ai vu des gens vraiment qui m'appelaient de gauche à droite, tout le monde était de tout cœur avec moi. J'ai eu vraiment l'amour de tout le monde avant de venir, donc j'espère que ça va me suivre jusqu'à la compétition. On rêve toujours de ça, de le voir venir aux Jeux Olympiques, parce que c'est pas permis à tout le monde. On a vu des grands champions vraiment qui n'ont pas eu cette occasion, donc c'est déjà une grande fierté pour moi de représenter mon pays, la Côte d'Ivoire. Puis un autre petit nouveau, cette fois en natation, Andrés Dienov Koka. Oui, à 20 ans, il représente le Congo-Brazzaville pour la première fois. Sa distance, c'est le 50 mètres nage libre. Et pour lui, évidemment, c'est une joie immense pour lui aussi d'être là. C'est un grand plaisir, vous savez, c'est le rêve de tout sportif. Arriver au JO, c'est comme énorme, je suis très content d'y être. Et puis bon, voilà, je vais profiter et puis performer. Voilà. Alors profiter de quoi surtout ? Profiter de l'ambiance et de l'enthousiasme que ça donne et puis bon, essayer de faire une performance mieux que par le passé. Voilà. Qu'est-ce qui vous a frappé pour l'instant? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir depuis que vous êtes là? Ce qui m'a marqué, c'est voir le nombre de participants. Je vois le monde. Je n'ai jamais participé à une compétition d'une telle envergure. Il y a les médias qui sont là, il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de pays. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Justement, c'est un rêve. C'est un rêve depuis pas mal d'années. Et puis bon, voilà, ça se concrétise. Et puis on espère aller encore un peu plus loin avec des plus belles performances. Des propos recueillis par Eric Mamrut. Et pour suivre évidemment les performances de tous les sportifs africains, 2 options, RFI ou bien www.rfi.fr. Sortons rapidement des Jeux Olympiques pour refermer ce journal. En football, l'équipe féminine équato-guinéenne est suspendue pour les 3 prochaines éditions de la CAN. Et oui, la Confédération africaine de football reproche aux Nzalang féminins d'avoir aligné durant les éliminatoires de la CAN 2016 une joueuse, Camila Nobredo Carmo Oliveira, dont le passeport aurait été potentiellement falsifié. Le Mali, battu par la Guinée équatoriale en éliminatoire de la prochaine Coupe d'Afrique, en profite pour valider son billet pour celle-ci. Justement, ce sera au Cameroun fin 2016. La Guinée équatoriale déjà pour des interrogations autour de la même joueuse suspendue des JO 2020. La Guinée équatoriale, une grande nation de football féminin, donc coup dur. Merci Hugo, ainsi s'achève Afrique Soir. Dans une poignée de secondes, vous retrouverez le zapping avec Nicolas Brousse. Restez à l'écoute de Radio France Internationale. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Ce matin, vous réagissez sur cette résolution du Conseil de sécurité, l'envoi de 228 policiers internationaux au Burundi. Bujumbura proteste. Voici ce que vous en disiez. Les Burundais aujourd'hui ne peuvent plus être sécurisés par le gouvernement burundais. Raison pour laquelle, en matière de droits de l'homme, la souveraineté des États ne joue plus. Il est normal que les Nations Unies prennent disposition avant qu'il ne soit trop tard. Qu'on ajoute encore l'effectif parce que même les 228 militaires ne seront pas suffisants par rapport à tout ce qui se passe là-bas. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça va atténuer quelques problèmes. Ces policiers vont aider les forces de l'ordre et les forces de sécurité de se comporter comme une armée républicaine parce qu'aujourd'hui, c'est une bande d'armées féroce qui réprime les opposants, qui réprime le peuple, qui réprime la minorité. Vous vous souviendrez que la France était abstenue à ce qui concerne le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Il faut que l'ONU se dépêche pour venir sécuriser le Burundi et pour ne pas que le Burundi ne devienne le Rwanda de 1994. Regardez ce que le contingent des casquets bleus ont fait en Centrafrique. Plusieurs mineures filles ont été violées. Vous voulez que cette histoire se répète ici chez nous au Burundi? Il y a plus de 15 ans, voire 20 ans que la MONUSCO, jadis Monique, est en République démocratique du Congo. L'ONU devrait envoyer ses policiers au Rwanda pour enquêter et mettre fin à l'ingérence des Rwandais dans mon pays. Le malheur du Burundi, c'est les Rwandais.
228 policiers à Bujumbura. Pourquoi? Il y a déjà à Bujumbura plus de 500 diplomates qui sont là, qui observent la situation, comment elle évolue. Il faut revenir à la demande de la force d'interposition de 5000 hommes qui avaient été demandés à l'Union africaine. C'est maintenant qu'on voit qu'on risque d'aller vers une guerre civile qu'il faut amener une force d'interposition pour qu'il n'y ait pas cette guerre civile-là. Et demain, c'est vendredi, c'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous voulez intervenir. Appelez-nous 33 9 693 693 70. RFI. Découvrez le site des savoirs de RFI, la nouvelle bibliothèque virtuelle qui vous permet de tout comprendre sur l'histoire, les sciences, la santé et bien d'autres sujets. Plongez dans les dossiers organisés par thème pour apprendre et enseigner avec des cours de français, approfondir vos connaissances et rejoignez la communauté sur savoir@rfi.fr. RFI Savoir, les clés pour comprendre le monde en français.